Bonjour à tous. En ces temps de Covid, je sais que c'est un peu difficile de parler d'autre chose, mais enfin, vous serez peut-être étonnés. J'ai choisi de vous parler d'un sujet qu'on connaît moins, enfin que les internistes connaissent moins, même les neurologues connaissent moins. Ils connaissent assez bien le modèle de l'Alzheimer qui repose sur l'atteinte de la mémoire et du système hippocampique, dont on a parlé souvent ici. On connaît un petit peu moins les maladies qui se présentent par des manifestations langagières ou des troubles du langage ou des aphasies. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais brièvement vous parler du passé, parce que c'est une maladie jeune, ou c'est un syndrome jeune, je devrais dire, du présent, avec un certain démembrement, comme vous verrez, au niveau cognitif et neuropathologique moléculaire, du futur, et un petit quiz pour pimenter le tout. L'entité est née finalement vers 1892, les célèbres neurologues, Pick, puis Serieux, Franceschi, Rosenfeld, etc., ont décrit ce syndrome pour la première fois, des patients avec des problèmes d'aphasie dégénérative. On ne savait pas trop ce que c'était. Et même encore jusqu'en 1979, c'est intéressant de voir que dans un textbook bien connu de certains neurologues, un textbook de 1979 qui est dédié à l'aphasie, écrit par des grands noms en France et au Canada, on disait encore à ce moment-là, s'il arrive parfois que l'aphasie soit observée parmi les premiers signes d'une maladie dégénérative, voire même qu'elle en constitue le signe le plus précoce, le trouble du langage s'inscrit bientôt dans le contexte d'une multitude de troubles neuropsychologiques. Il est d'ailleurs fréquent qu'on ne puisse en faire une analyse sémiologique rigoureuse. Et c'est dans un gros textbook qui est dédié aux aphasies, dont on parle surtout en fait des aphasies d'origine vasculaire. Il y a ces quelques lignes seulement dédiées aux aphasies d'origine dégénérative. Il a fallu attendre 1982 pour que Marcel Messulam, à Boston d'abord, publie 6 cas d'aphasie progressive, dont un cas biopsié avec de la neuropathologie. Ce n'était pas une autopsie, c'était une biopsie. Et donc ces critères de M. Messulam, que vous voyez là sur la droite, une grande figure quand même de la neurologie cognitive, décrit en 1982, il raffine ses critères en 2001. Vous voyez, c'est pas si lointain. Il faut une atteinte progressive du langage, une autonomie conservée en tout cas au début, pas de trouble du langage avant, évidemment, l'affection, pas de trouble du comportement ou de la mémoire ou des troubles perceptifs pour différencier ça des autres maladies, et en particulier à ce moment-là du modèle de la maladie d'Alzheimer. Après 2 ans, d'autres domaines cognitifs peuvent accompagner l'aphasie, mais elle doit rester prédominante ou dominante, et il doit bien sûr pas avoir de lésion focale, pas d'AVC évidemment, à l'imagerie. Et il décrit à ce moment-là 2 variantes, une non fluente et une fluente. Donc, à ce moment-là, en 82, pendant 20 ans, ça va être une maladie du langage, avec un cas biopsié et une pathologie non Alzheimer de type dégénérescence frontotemporale ou démence frontotemporale. Donc, conclusion intermédiaire, c'est une aphasie qui peut être fluente versus non fluente, qui est primaire, qui est isolée et qui est sous-tendue par une pathologie non Alzheimer. Et puis, dans les années 2000, pendant 20 ans, beaucoup de travaux vont montrer un important démembrement au niveau clinique, phénotypique, mais au niveau cognitif, au niveau linguistique et au niveau de la neuropathologie moléculaire. Et l'avance, évidemment, des découvertes de la neuropathologie moléculaire a beaucoup contribué à ce démembrement, qui devient fort complexe. Vous le verrez, je vais essayer de vous montrer 2-3 exemples. Le premier, une femme de 62 ans qui est adressée pour une perte de mémoire. En fait, elle n'a pas du tout une perte de mémoire, c'est un manque du mot. Elle a une cognition qui est normale avec les tests standards que vous faites aussi. Elle a une orientation, mémoire, attention, calcul, dessin, gnosie dans la norme. Le langage est tout à fait fluide, on dirait maintenant, ou fluent, mais la dénomination est altérée. Quand on lui montre des indices phonologiques, quand on ébauche la première syllabe du mot, elle n'est pas vraiment aidée à ce moment-là. La désignation est altérée. Elle a une énorme perplexité devant le mot simple comme gynécologue ou le mot comme protéine. Donc elle n'a pas l'accès au sens de mots. Et quand on lui montre des images, comme l'image du haut, et qu'on lui demande d'associer cette image du haut avec une image du bas, elle est incapable d'associer le coq avec la ver de terre plutôt que le serpent. Donc elle a un gros problème de sens, de sémantique. Quand on lui demande de dessiner de mémoire des dessins, qui représentent un peu le même système, eh bien, vous voyez que les dessins sont très pauvres, sont infantiles pour le chien, le cheval, le canard, encore plus.
vous voyez que la mouche est méconnaissable. Donc elle n'a pas accès au sens, la représentation du sens de ces mots. Et quand on lui fait des imageries, vous voyez que là, sur des coupes, des coupes axiales, vous voyez qu'en avant, c'est les orbites. Vous voyez que toute la partie gauche qui est à droite est hypométabolique ou atrophiée, c'est la flèche en jaune. Il y a un hypométabolisme de cette région temporale antérieure ou une atrophie de cette région temporale antérieure. Et là, une variante sémantique, comme on dit maintenant, une variante sémantique de cette aphasie. Elle a un manque du mot en dénomination qui est sévère, elle a un trouble de la compréhension du mot isolé, elle n'a pas accès au sens de ce mot, elle a d'autres critères dont je ne vais pas parler, essentiellement pour la différencier des autres variantes, comme la répétition est préservée, la grammaire est préservée, etc. Ce diagnostic clinique de variante sémantique est conforté par l'imagerie que je vous ai montrée tout à l'heure, qui montre une atrophie et ou un hypométabolisme temporal antérieur, le plus souvent gauche. Et ça, c'est des critères de 2011. Vous voyez que c'est relativement récent. Et on sait, de par les travaux de neuropathologie, que ces variantes-là sont le plus généralement sous-tendues par une neuropathologie FDP43, qui est une des protéines qui peut s'accumuler de façon pathologique et être à l'origine de cette variante. Un autre exemple, c'est une femme de 65 ans qui a elle aussi une anomie, mais qui est différente dans son caractère. Elle est toujours autonome, l'examen neurologique normal, mais elle a un langage qui montre une anomie, mais elle va contourner un petit peu, tourner autour du pot, comme on va dire, pour avoir accès aux mots. Elle n'a pas la perte du sens, le sens est conservé, mais elle va faire des périphrases pour arriver aux mots. Donc sa dénomination est aussi altérée, mais c'est un autre type d'anomie. Et une autre caractéristique assez typique, elle a une répétition de mots qui est tout à fait conservée, mais une répétition de phrases qui est impossible. Elle n'a pas cette mémoire vive du langage qu'on appelle la boucle phonologique qui est altérée. Elle fait aussi des erreurs, des paraphasies, des erreurs phonologiques ou phonémiques. Elle dit par exemple galoupe pour cagoule. Elle fait des circonlocutions, comme je vous ai dit. On peut mettre de l'eau pour une gourde. Elle, par contre, ses connaissances sémantiques sont tout à fait conservées. Quand on lui demande d'associer la poule avec le ver de terre ou le serpent, elle arrive tout à fait bien à associer la poule avec le ver de terre. Les autres domaines cognitifs sont conservés et on va la suivre pendant plusieurs années. Elle va un peu modifier son caractère au fil du temps. Et vous voyez ici, c'est un autre type d'atrophie sur ces coupes-là, coronales. Vous voyez que c'est un élargissement ici du cerveau gauche, de tout ce qui est la région périssylvienne. Il y a une asymétrie nette. Elle a une atrophie périssylvienne gauche, alors qu'elle, elle n'a pas d'atrophie hippocampique, comme on voit dans la maladie d'Alzheimer habituelle, le plus souvent. Elle a un hypométabolisme au PET, que vous voyez ici. C'est beaucoup moins jaune et rouge, c'est jaune et vert dans toute cette région périssylvienne ici. Donc c'est tout ce réseau qui est altéré et qui est malade et qui est à l'origine de la sémiologie aphasiologique. Cet homme de 81 ans a le même profil langagier, la même atrophie périssylvienne, en haut à gauche, et il est décédé, il a une neuropathologie chez le docteur Lebrinus, elle avait une pathologie Alzheimer avec les lésions dont on vous a souvent parlé ici, des plaques séniles et dégénérescence neurofibrillaire. Cet homme de 75 ans, à droite, a le même profil langagier, il a à l'IRM la même atteinte, une atrophie périssylvienne gauche, et lui, il va avoir les outils modernes, un biomarqueur qu'on a depuis peu, le PET amyloïde qui met en évidence la plaque amyloïde, et il a un PET amyloïde, vous voyez, il y a du rouge un peu partout, il a un PET amyloïde positif, et donc il a lui aussi une variante d'aphasie primaire progressive, variante, dont je vais dire deux mots tout à l'heure, sous-tendue par une neuropathologie Alzheimer. C'est la variante logopénique. Logopénique, les gens ont décidé d'utiliser ce terme, c'est un manque du mot dans le discours spontané et en dénomination, et donc il y a ces deux caractéristiques principales, le manque du mot, qui est différent de la première variante, dont je vous ai montré tout à l'heure un exemple, et il y a un trouble sévère de la répétition des phrases, cette mémoire vive du langage. On arrive bien à répéter des mots, mais pas des phrases. Et il y a des transformations, des paraphasies phonologiques. Il y a les autres caractéristiques des autres aphasies sont conservées, les aspects moteurs, la grammaire et le sens, la sémantique est bonne.
Ce diagnostic est conforté avec les outils qu'on a, ou biomarqueurs pour être moderne. Il y a une atrophie à l'IRM et ou un hypométabolisme au PET FDG, périssylvien, plutôt postérieur, antérieur, mais parfois assez global, périssylvien gauche. Et on sait, de par la neuropathologie, que le plus souvent, mais encore une fois, c'est des études de groupe, pour des cas isolés, ça peut être difficile, le plus souvent, cette variante-là, logopénique, est sous-tendue par une pathologie Alzheimer. Donc vous connaissez tous la maladie d'Alzheimer avec l'atteinte de la mémoire. Eh bien, vous avez aussi des maladies d'Alzheimer qui commencent clairement par une atteinte confinée au langage avec cette variante-là logopénique. Troisième exemple, c'est cet homme de 68 ans qui est diagnostiqué à 60 ans à UCLA lors de mon séjour là-bas. Je montre parce que c'est un des exemples assez typiques. Il avait un langage non fluent. Il avait une grammaire très pauvre, une syntaxe très pauvre, une compréhension qui était très bonne pour les mots, mais qui est très mauvaise pour les phrases à contenu syntaxique complexe, les phrases complexes. Il avait des aspects plus moteurs avec des allongements de syllabes, et on l'a suivi pendant des années, et moi je l'ai vu à un stade très avancé. Il avait été diagnostiqué depuis 8 ans. À ce moment-là, il avait une perte d'autonomie, sa femme l'accompagnait, elle aidait pour tout, mais pendant des années, il avait été aphasique, point. Quand je l'ai vu, il était mutique quasiment, et il disait, la seule chose qu'il disait, c'était « I have Alzheimer ». On avait envie de lui dire « Mais non, on sait que vous ne l'avez pas », parce qu'on sait que ces variantes ne sont pas des Alzheimer, mais il disait « I have Alzheimer ». Il avait des aptitudes visuospatiales, il pouvait dessiner cette figure tout à fait normalement et rapidement. Il avait un examen neurologique tout à fait normal par ailleurs. Et cette variante-là, la troisième et dernière, c'est la variante dite non fluente, qui est caractérisée par deux choses, plus ou moins variables. Il y a l'agrammatisme, la syntaxie, les phrases sont pauvres, et le discours est hésitant, il y a des aspects plus moteurs, ça demande un effort, il y a des erreurs phonétiques, des déformations, des allongements de syllabes. Ça, c'est vraiment les deux critères majeurs, ces aspects plus moteurs, d'apraxie de la parole, et cet aspect d'agrammatisme et de la syntaxie, alors que les autres critères, pour les différencier des autres variantes, sont conservés. Et c'est sous-tendu par une atrophie ou une hypoperfusion ou hypométabolisme en spectre ou PET qui est plutôt fronto-insulaire postérieur gauche, donc en avant, contrairement aux autres variantes. Alors, on sait aussi, de par la neuropathologie, que ces variantes non fluentes agrammatiques sont le plus souvent sous-tendues par des dépôts de protéines tau. Ce n'est pas la même protéine tau que dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est de la protéine tau aussi. Comme vous voyez, l'image, c'est dépôts de protéines tau. Alors maintenant, je vous ai dit aphasie primaire, j'ai mis entre parenthèses progressive, parce que le concept a beaucoup évolué. On a dit longtemps que c'était une aphasie primaire et que ça restait l'aphasie. Ça commençait par l'aphasie. Alors cette femme de 65 ans qui fait des erreurs articulatoires, qui a elle aussi une de ces variantes plutôt agrammatique ou non fluente agrammatique, mais avec cette composante motrice d'apraxie de la parole au premier plan, donc elle fait des erreurs articulatoires, des allongements de phonèmes. Tout le reste est bon. Eh bien, petit à petit, son début de parole va s'aggraver, elle va développer un syndrome neurologique, dont on vous a déjà parlé ici aussi, qui est comme une sorte de parkinsonisme sévère et atypique. D'un côté, elle, ce sera à gauche, elle va développer une main raide, rigide, qui a une grosse rigidité, et aussi également une apraxie idiomotrice, une apraxie gestuelle de cette main. Elle a ce qu'on appelle un syndrome corticobasal. Gauche. Et j'avais mis à côté les images de ce cas qui a été publié déjà assez longtemps pour montrer l'atrophie progressive de ce cas. Et puis, est-ce que l'aphasie est isolée? On a dit tout à l'heure, au départ, que c'était une aphasie primaire progressive, sous-entendu aussi isolée. On a dit qu'elle ne l'était pas puisqu'il pouvait y avoir un syndrome corticobasal. Un autre exemple, d'une femme de 66 ans qui a aussi cet aspect d'apraxie de la parole avec des erreurs articulatoires, qui développe ensuite un syndrome corticobasal gauche et une atteinte de la verticalité, comme on voit dans la PSP. Vous voyez que ça se complique. 2 ans plus tard, elle est mutique, puis elle meurt. Mais elle meurt avec ce syndrome corticobasal sévère. Et puis un autre homme qui a 57 ans, lui qui va développer un premier phénotype plutôt comportemental, du type DFT, démence frontotemporale, avec une tendance au sucré, une impulsivité, une apathie. Et puis, secondairement, une aphasie. Donc, elle est plus primaire, l'aphasie. Elle commence après un phénotype anormal comportemental, et puis il va développer un troisième phénotype qui est neurologique, qui est une SLA, un syndrome du motoneurone.
Donc il va avoir 3 syndromes, hein, un syndrome aphasique qui est au milieu de 2 autres syndromes. Ça se complique un peu, ça c'est donné du PET. On ne va pas entrer dans le détail, mais pour montrer que sur ces coupes axiales, vous voyez là, ici, en vert, un hypométabolisme temporal gauche antérieur, comme on vous l'a montré au tout début pour la première variante sémantique. Il avait effectivement, dans son tableau d'aphasie, des éléments sémantiques assez prédominants. Alors on sait que ces 2 variantes-là d'aphasie avec des syndromes neurologiques, que ce soit le corticobasal dans un cas est sous-tendu par une neuropathologie tau, et puis cet autre type d'aphasie associé à un syndrome du motoneurone, la SLA, c'est la neuropathologie TDP43, c'est comme la variante sémantique dont je vous ai parlé au tout début. Donc vous voyez que la conclusion intermédiaire est complexe. Hein, vous voyez qu'on en est là, on a l'intrication de troubles du langage, de différentes variantes, de troubles du comportement, sous-tendus par des neuropathologies différentes et des syndromes neurologiques, que ce soit la SLA ou le syndrome corticobasal, qui peuvent aider au diagnostic, bien sûr, parce qu'ils sont associés à différentes variantes phénotypiques de langage et sous-tendus par une neuropathologie différente. Pour l'instant, on a les seuls biomarqueurs qu'on a à disposition. Mais dans 10 ans, 15 ans, que sais-je, on aura d'autres biomarqueurs et on pourra décortiquer les maladies beaucoup plus vite. Pour l'instant, le seul biomarqueur, c'est la maladie d'Alzheimer, in vivo. Hein, vous savez, on peut faire des ponctions lombaires, on peut faire des bêta-amyloïdes, c'est accepté depuis peu par les assurances, mais c'est le seul biomarqueur. Donc pour l'instant, on travaille en disant, oui, la variante logopénique, c'est Alzheimer, et puis les autres, ben, il faut l'autopsie, ou alors c'est un diagnostic par exclusion. Ce n'est pas Alzheimer, donc c'est une autre variante. Donc, on a un syndrome langagier hétérogène, on a un phénotype moteur qui est de diagnostic, et le seul biomarqueur in vivo, en 2019-2020, c'est la bêta-tau. Est-ce qu'il y a des marqueurs fonctionnels? Donc, nous, on s'intéresse un petit peu aux marqueurs fonctionnels. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. En premier cas, un ventriloque qui avait une variante d'aphasie non fluente, la variante agrammatique, la troisième dont j'ai parlé. Eh bien, cet homme, comme vous voyez, quand on fait de l'IRM fonctionnel, dans des tâches de production de langage par rapport à des contrôles, a un réseau qui est différent, vous voyez, qui recrute des parties différentes. Vous voyez, ça c'est une vue latérale, gauche, on voit l'hémisphère gauche ici, le réseau langagier. Vous voyez que le réseau langagier, ici, qui est recruté pour cette tâche de production n'est pas le même que chez les contrôles, 15 contrôles. Donc, il y a un recrutement qui est préfrontal, gauche, et puis le réseau habituel qui doit être ici périsylvien gauche, vous le voyez là, il est absent. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est une compensation, est-ce que c'est une plasticité? Probablement. Hein. Voilà. Comment mieux appréhender les réseaux fonctionnels? Voilà un petit peu un schéma de neuropsychologie cognitive pour montrer un petit peu le cheminement du mot, de sa préparation conceptuelle, le concept du mot, et là je ne vais pas entrer dans les détails, le concept du mot jusqu'à l'articulation en elle-même. Vous voyez qu'il y a des étapes que la neuropsychologie cognitive a décrites. Hein. Certains essayent d'y rattacher des circuits neuroanatomiques, ça devient plus compliqué. Ça, c'est un modèle déjà de 93. Pour vous montrer qu'on peut y placer aussi les pathologies. Donc l'aphasie, c'est quelque chose qui va être au niveau de la préparation conceptuelle, au niveau de cet encodage sémantique, syntaxique, l'encodage phonologique et phonétique, mais qu'à un certain stade, les aspects plus périphériques, si j'ose dire, ou apraxie de la parole, ces aspects plus moteurs, jusqu'à la dysarthrie, qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. La dysarthrie qui est différente. Vous avez plein de maladies neurologiques avec des dysarthries. Et donc, on peut même faire un zoom sur ces 2 étapes, apraxie de la parole, dysarthrie. Je vous ai parlé avant tout à l'heure de l'apraxie de la parole qui fait partie de l'aphasie non fluente. Hein. Donc déjà, une des premières étapes, c'est de décortiquer un petit peu mieux ces processus au niveau cognitif. Ce n'est pas très facile. À l'oreille, c'est difficile de différencier une apraxie de la parole d'une dysarthrie. Donc là, on a un projet qui sera terminé avec le Covid. Il y a eu un peu de retard, évidemment. Un projet Fonds national avec des ingénieurs qui est l'université, la faculté de psychologie, pour mieux différencier l'apraxie de la parole, donc une des composantes de l'aphasie non fluente, et la dysarthrie, avec des études perceptives, d'une classification automatique
une analyse acoustique, et même aussi il y a un volet avec Marina Laganaro de la signature électrophysiologique, est-ce qu'il y a une signature électrophysiologique de ces aphasies. On a des résultats préliminaires, je ne vais pas vous en parler, mais pour vous dire simplement qu'on peut effectivement mieux classer qu'à l'oreille, avec les outils informatiques, ces différentes, que ce soit la dysarthrie ou l'apraxie de la parole. Vous voyez ici simplement un cas clinique pour vous montrer que l'apraxie de la parole, ici, est caractérisée par, vous voyez ça, c'est le nombre de syllabes. Vous voyez qu'il y a un débit de parole, nombre de syllabes, qui est déjà inférieur nettement et très significativement à la norme qui est là. Hein. Et puis, au fil du temps, donc première caractéristique, le débit et le nombre de syllabes est inférieur. Et vous voyez qu'au cours du temps, dans le suivi longitudinal, il y a une baisse, une aggravation de ce débit de parole. Donc ça, c'est une des façons de mesurer cette variante d'aphasie progressive. Alors, j'en arrive aux conclusions. Première conclusion, puisqu'on a encore le temps finalement, hein, quelques minutes. Il y a une hétérogénéité phénotypique, il y a une variante sémantique, il y a une variante logopénique, il y a une variante non fluente agrammatique avec souvent une apraxie de la parole, de l'allongement. Il y a une hétérogénéité moléculaire. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer pour la variante logopénique. Il y a la protéine Tau, protéine TDP43. Donc on a des marqueurs in vivo pour l'instant qui sont pauvres. On a les marqueurs de l'Alzheimer. J'ai essayé de vous faire comprendre que l'aphasie n'était pas toujours isolée, n'était pas toujours primaire. Elle pouvait s'accompagner d'autres phénotypes. Elle pouvait ne pas débuter. Ça pouvait être un autre phénotype qui débutait. Les marqueurs neurologiques de motricité aident, et puis qu'on essaie d'avoir une meilleure compréhension des réseaux par des marqueurs anatomo-fonctionnels, IRMF, des marqueurs fonctionnels, une étude perceptive versus classification automatique, analyse acoustique, etc. Alors, je finis par un quiz, j'ai encore 3 minutes. Un petit quiz. Une femme de 56 ans qui a des antécédents de tabagisme. Elle a un emphysème, une hypothyroïdie. Elle est vue en chambre au HUG le 7 avril 2020 pour des troubles cognitifs. Et puis, à l'examen, elle a un langage non fluide ou non fluent. Une anémie sévère. Un petit test, elle a 1 sur 6. On lui montre des images, elle a 1 sur 6. C'est très sévère. Elle, ça cède à l'ébauche phonologique. Quand on lui montre une banane, on dit « bas », elle va dire « banane ». Une compréhension orale qui est relativement conservée, lecture de mots qui est possible, répétition de mots et de phrases qui est conservée. Bon, l'examen est assez sommaire, mais enfin, quelle variante elle a? Je vais parler de 3 variantes. Bon, évidemment, elle est inclassable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la présentation typique, elle n'a pas le profil typique, elle n'a pas l'évolution de maladie dégénérative, ce n'est pas un truc qui est progressif, mais elle développe ça au décours d'un ARDS sur SARS-CoV-2, elle était intubée, elle sort de cette intubation, elle est encéphalopathe, elle a ce que nous on a appelé un SARS, elle a une de ces encéphalopathies liées au Covid, avec une phénoménologie, une sémiologie langagière au premier plan, mais aussi des troubles attentionnels et exécutifs, donc d'autres troubles cognitifs, elle va évoluer très favorablement sur une dizaine de jours. Et c'est pour vous dire que, ici, on s'intéresse dans notre service à la neuropsychologie, à la cognition de ces patients Covid. Vous savez qu'il y a tout ce débat sur les troubles neuropsychologiques existent-ils au décours du Covid. Eh bien, il y a une étude qui va débuter, financée par le Fonds national, avec de nombreux collaborateurs, je ne vais pas tous les citer, dans cette maison. Il y a tout le monde, il y a les infectiologues, la médecine de premier recours, les soins intensifs, la médecine interne générale, les neurologues, etc. On va étudier la neuropsychologie de ces patients à 6, on sera un petit peu en retard, ce sera 7 ou 8 et 12 mois, pour voir si effectivement il y a des troubles cognitifs post-Covid. Voilà, je vous remercie. Et à tous ces collaborateurs que je ne vais pas citer, que je remercie au passage.